Bon, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications et à liker. Pour vous, c'est gratuit, ça coûte rien, mais pour la chaîne, ça fait vraiment beaucoup. Alors, merci d'avance. Attention, ce programme vidéo est susceptible de vous faire passer un agréable moment. Nous déclinons toute responsabilité liée au sourire, éclat de rire ou larmes de joie liées à la profonde nostalgie de cette vidéo. Au vu de l'engouement dont vous avez fait preuve pour la vidéo sur l'ésotérisme dans les dessins animés des années 80 et 90, et puisque vous avez joué le jeu du défi des 50 000 vues en moins d'un mois, je me vois contraint et forcé de vous proposer un second opus sur ce sujet. Alors, quand je dis contraint et forcé, soyons honnêtes, rares sont les fois où je me suis autant éclaté en réalisant une vidéo. Donc en fait, merci à vous. Je vais, comme promis, tenir compte de vos innombrables commentaires laissés sur la première vidéo pour structurer ce second volet. Mais avant, je tiens à revenir sur deux points très rapidement. Premièrement, vous avez été nombreux à me stipuler des dessins animés manquant dans la liste non exhaustive de la première vidéo. Le seul problème, c'est que certains d'entre vous ont confondu la présence d'ésotérisme avec la simple notion de connaissance, de savoir ou de culture. Le terme ésotérique signifie littéralement « qui se transmet seulement à des adeptes qualifiés » ou encore « obscur, incompréhensible pour qui n'appartient pas au petit groupe des initiés ». Du coup, beaucoup des dessins animés de notre enfance, et là je parle pour les vieux de la vieille comme moi, étaient certes à caractère instructif, mais nullement ésotériques. Alors, entendons-nous bien, ils étaient topissimes ces animés, et ils nous ont profondément marqués, mais ils ne comportaient malheureusement pas tous des notions cachées ou des connaissances occultes. Surtout qu'à l'époque, les notions comme l'Atlantide, Mu, les sorties extracorporelles ou les thèses exogènes du néo-évémérisme par exemple, n'étaient clairement pas aussi répandues qu'aujourd'hui avec Internet et les réseaux sociaux. Et deuxièmement, l'intérêt que vous avez porté à la première vidéo, et qui est le même que le mien finalement, tient davantage du côté nostalgique de cette époque que sur les réelles notions cachées dans ces œuvres. Bon, du coup, on va joindre l'utile à l'agréable, parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, et pour ce second opus, on va vraiment venir chercher cette nostalgie, cette magie de notre enfance, en essayant d'y inclure tout de même des notions fortes et des connaissances bel et bien présentes. Ou juste du fun, on verra bien. Alors, décontractez vos zygomatiques, ouvrez grand votre mémoire et laissez-vous bercer par le souvenir de cette magnifique époque d'insouciance et de magie. Ah, juste pour les gens je sais tout qui viennent dire dans les commentaires des trucs genre il faudrait peut-être vérifier tes sources parce que ce dessin animé date de 1986 et non de 1988, je te signale. Bah oui, on s'en fiche plus ou moins en fait, ça change rien aux propos tenus quant aux informations citées, donc voilà quoi. Allez, fini l'intro de 3 plombes qui sert à rien, et place à quelques dessins animés des années 80 et 90 qui renferment plus de connaissances que d'ésotérisme. Je suis un dessin animé adapté du manga de Masami Kurumada, diffusé pour la première fois en France dans le Club Dorothée le 6 avril 1988. Je comprends initialement 114 épisodes, pouvant être découpés en 3 saisons. Je retrace les aventures de jeunes gens équipés d'armures liées aux constellations d'étoiles, menant des batailles acharnées afin de sauver la Terre et de protéger la réincarnation de la déesse Athéna. Je suis... les Chevaliers du Zodiaque. Et oui, comment ne pas aborder cette série cultissime des années 80 et 90, les Chevaliers du Zodiaque, alias Senseiya de son petit nom original. Alors, juste histoire de rectifier tout de suite une erreur vieille de plus de 30 ans, les Chevaliers du Zodiaque, en vrai, c'est eux. Les 12 chevaliers d'or associés aux 12 constellations du zodiaque, allant du bélier au poisson. Et eux, là, en fait, c'est juste des chevaliers de bronze, et c'est pas du tout des chevaliers du zodiaque, du coup. Bref, outre cette légère erreur liée à notre magnifique version française, cette série est tout simplement mythique, et elle a littéralement bercé notre jeunesse en étant aussi instructive qu'enrichissante.
S'il existe 2 dessins animés ayant profondément marqué les enfants de cette époque, jusque dans leur ADN le plus profond, c'est très clairement Dragon Ball, parce que Dragon Ball c'est la vie, et les Chevaliers du Zodiaque. Bah si, soyons honnêtes. Qui n'a jamais essayé de faire remonter l'eau de son bain en utilisant la colère du dragon de Shiryu ? Qui n'a jamais essayé d'intimider un camarade de classe en reproduisant la danse du cygne de Yoga ? Et qui n'a jamais essayé de terrasser son pauvre et innocent petit chat en lui envoyant les météores de Pégase à la vitesse du son ? Que celui qui ne l'a jamais fait me jette la première pierre. Aïe, ça fait mal ! Bref, revenons-en à nos Caballeros del Zodiaco. Ouais, ça c'est juste pour la version espagnole. Donc, dans cette série ô combien légendaire de la fin des années 80 et du début des années 90, nous pouvons suivre les aventures de Seiya et de ses amis, de jeunes orphelins qui se voient plus ou moins contraints de subir un entraînement particulièrement difficile et cruel de plusieurs années aux 4 coins du monde, dans l'espoir de devenir chevaliers et de pouvoir protéger la petite fille du fondateur multimillionnaire de la fondation Kido qui avait recueilli les orphelins. Bon, dit comme ça, j'avoue, ça fait un peu bizarre. Il y a un vieux pété de thunes qui recueille des gamins orphelins et qui les envoie au casse-pipe pour protéger sa propre petite fille. Sauf que non, parce que sa petite fille en question s'avère être la réincarnation de la déesse Athéna, que le vieux a récupérée quand elle était bébé pendant un voyage en Grèce, où un chevalier mourant lui a balancé la gamine dans les bras juste avant de canner. Du coup, vu que c'est pour protéger une déesse, on peut prendre des orphelins et en faire de farouches chevaliers après un entraînement de plusieurs années à se faire tabasser. Ça passe. Bref. 10 gamins parviendront à revenir avec le statut de chevalier, ainsi qu'une magnifique armure de bronze et des super techniques de combat. 5 d'entre eux, dont les noms vont sûrement vous dire quelque chose, à savoir Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki, deviendront la garde rapprochée de la jeune Saori, la fameuse réincarnation d'Athéna, et se verront embarqués dans de terribles batailles afin de sauver l'humanité tout entière. C'est ainsi que nous avons pu découvrir des aventures épiques comme par exemple la légendaire bataille du sanctuaire contre les 12 terribles chevaliers d'or, la grande bataille d'Asgard face aux redoutables guerriers divins ou encore la bataille contre les marinas du dieu des océans, Poséidon. On notera au passage que la seconde saison du dessin animé, celle que nous connaissons sous l'appellation d'Asgard, est non canon, ce qui signifie qu'elle n'existe pas dans le manga d'origine, mais uniquement dans l'animé. Alors, personnellement, cette saison d'Asgard était l'une de mes préférées. Ah si, avec les guerriers divins trop stylés, les décors dans la neige, les références à la mythologie nordique, et le coup des 7 saphirs d'Odin et de l'armure d'un dieu, c'était trop classe. En plus, pour info, et encore merci à la version française, mais du premier au dernier épisode de cette saison, je vous signale que le résumé du début de chaque épisode était systématiquement le même, et avec la voix de Shiryu en plus. Oh, je l'entends encore dans ma tête. 7 guerriers divins portant les légendaires armures des conquérants se sont réunis autour de la princesse Hilda de Polaris, représentante terrestre d'Odin, seigneur d'Asgard, situé à l'extrême nord de l'Europe. Ils ont juré solennellement de détruire le sanctuaire. Les chevaliers du Zodiaque doivent livrer une nouvelle bataille. C'était trop classe. Bon, maintenant qu'on a bien planté le décor, parlons un peu des notions ésotériques et des connaissances contenues dans ce dessin animé. En effet, les Chevaliers du Zodiaque regorgent de références culturelles et de savoir, tant d'un point de vue mythologique, astronomique qu'astrologique. On pourra bien évidemment noter la récurrence omniprésente aux différentes mythologies de la planète. Si la mythologie grecque reste prédominante, avec la déesse Athéna, Pégase, Andromède, le Phénix, la Méduse, Cerbère, l'Hydre, Scylla ou encore Poséidon pour ne citer que, le dessin animé aborde également d'autres mythologies de la planète, à l'image de la seconde saison se déroulant sur les terres gelées du nord de l'Europe et étant directement liée à la grande mythologie nordique, avec Odin, Thor, Fenrir ou encore la légende de Siegfried. On notera également de très nombreuses références à l'hindouisme et à la culture asiatique, au travers des dragons, de certaines légendes, et à la référence directe à Bouddha avec le chevalier d'or de la Vierge.
Mais les notions culturelles ne s'arrêtent pas là, puisque les sciences physiques y sont régulièrement abordées. Les différents niveaux de puissance des chevaliers varient notamment par la vitesse des coups portés. Les chevaliers de bronze portent leurs attaques à la vitesse du son par exemple, mais les chevaliers d'or, bien plus puissants et entraînés, parviennent à atteindre la vitesse de la lumière. Les notions d'onde de choc, de déplacement dans l'air et de perception visuelle liées à la vitesse y sont extrêmement présentes. On y retrouve également la notion du zéro absolu et de la destruction de la matière par le froid. Lors du combat légendaire entre Yoga et son maître Camus par exemple, l'objectif de l'attaque finale est de se rapprocher le plus possible du zéro absolu, de ce froid si intense que tout mouvement atomique cesse. C'est d'ailleurs pour cette raison que je n'avais pas parlé des Chevaliers du Zodiaque lors de la première vidéo, car à mon sens, de prime abord, cette série était certes extrêmement culturelle et pleine de connaissances diverses, mais ne relevait pas de l'ésotérisme au sens strict. Il est vrai que de nombreuses notions abordées, voire parfois expliquées dans les Chevaliers du Zodiaque, ne sont pas réservées à des initiés et peuvent très facilement être trouvées si tant est que l'on veut bien faire l'effort de les chercher. Les grandes notions astronomiques par exemple, relevant du listing des différentes constellations du cosmos, sont certes très intéressantes et éducatives, mais pas ésotériques. Il en va de même pour les notions astrologiques, avec les signes du zodiaque, associés aux 12 chevaliers d'or et aux 12 maisons du sanctuaire. Alors, juste pour info, moi perso, c'est grâce aux Chevaliers du Zodiaque que j'ai appris par cœur les signes astrologiques, et dans l'ordre. Bref, tout ceci relevait d'après moi plus de la connaissance que de l'ésotérisme. Mais suite à vos commentaires et à l'insistance dont vous avez fait preuve concernant ce dessin animé, et vu que, on va pas se mentir, je reste un grand fan de Senseiya, je me suis tout de même repenché sur le sujet. Et finalement, il y a bel et bien de l'ésotérisme dans les Chevaliers du Zodiaque. Plusieurs notions, très précises, peuvent d'ailleurs y être associées. Prenons par exemple le 7e sens. Il s'agit d'un sens qui surpasse les 5 sens premiers de tout être humain et qui dépasse celui de la perception extracorporelle du 6e sens. Ce 7e sens, qui englobe tous les autres, permet de libérer le plein potentiel de l'énergie d'une personne, d'accomplir de véritables miracles, des actes que d'aucuns jugeraient impossibles. Cette notion du 7e sens fait directement référence à certains enseignements hindous ou asiatiques, visant à libérer les pleines capacités mentales ou physiques d'une personne par ascétisme ou méditation extrême. De ce fait, les barrières mentales sont brisées et l'énergie totale du corps de l'individu peut être utilisée, provoquant des résultats surprenants, tels qu'une force surhumaine, une vitesse accrue ou une capacité de réflexion hors norme. On notera également la présence d'un 13e chevalier d'or, et pas des moindres puisqu'il s'agit de celui du Serpentaire. Ce personnage n'est malheureusement pas présent dans le dessin animé des années 90, mais apparaît dans la suite officielle du manga Senseiya Next Dimension, au chapitre 82, sous la dénomination de Ulysse, étant en réalité le réceptacle du dieu Asclépios, dieu grec de la médecine. En plus, Ulysse du Serpentaire a un chara-design de dingue, avec une armure d'or qui en jette de ouf, avec un sceptre, des ailes dans le dos, une tête de serpent et tout. Bah oui, symboliquement parlant, c'est la réincarnation du dieu Asclépios de la médecine, donc le serpent, le sceptre, le caducée, ça se tient. La seule apparition de ce personnage plonge les Chevaliers du Zodiaque dans l'ésotérisme total. La constellation du Serpentaire, considérée comme le 13e signe du Zodiaque, est placée sur le Zodiaque galactique, entre la constellation du Scorpion et du Sagittaire. Si pour beaucoup il s'agit d'une 13e constellation remettant toute l'astrologie en cause, il n'en est rien. Le Serpentaire ne s'implique que sur 20 degrés du zodiaque total, là où les signes officiels correspondent pour leur part à 30 degrés. Le Serpentaire n'est donc pas un signe du zodiaque complet. De plus, la constellation se situe entre celle du Scorpion et celle du Sagittaire, à cheval entre les deux, ne s'incluant pas directement dans le zodiaque au même titre que les 12 autres signes. Pour finir, historiquement parlant, la constellation du Serpentaire ne servait jadis, et notamment dans l'Égypte antique, que de marqueur temporel, afin de désigner ceux qui étaient destinés à devenir de grands prêtres.
C'est ainsi que les enfants nés entre le 29 novembre et le 18 décembre, et donc étant sagittaires, mais sous l'influence du serpentaire, pouvaient, s'ils s'en montraient dignes, devenir membres de l'ordre des grands prêtres du culte. Ceci démontre bien que les Chevaliers du Zodiaque, dans l'ensemble total de cette œuvre, est digne d'un enseignement ésotérique. Pourtant, si la culture et la connaissance abreuvent littéralement cette série, on ne peut pas omettre un troisième point capital ayant profondément ancré ce dessin animé dans le cœur des enfants de cette époque. Il s'agit tout simplement des valeurs. Et oui, comment ne pas évoquer les notions intrinsèques aux Chevaliers du Zodiaque, telles que l'amitié, le courage, le dépassement de soi, le sacrifice ou la bonté qui inondent littéralement cette œuvre. Alors, c'est peut-être parce qu'on était mioche et que du coup tout nous semblait décuplé, mais purée, moi j'ai jamais revu ça depuis. Tenez, vous vous souvenez quand Shiryu se crève les yeux pour sauver ses deux potes, Seiya et Shun? C'était un moment ultra prenant. Je vous replace le décor. Les chevaliers de bronze affrontent des chevaliers d'argent qui veulent tuer Athéna. Seiya, Shun et Shiryu se retrouvent face à Argol, chevalier de Persée, et son terrible bouclier de la Méduse, qui transforme quiconque croise son regard en statue de pierre. Du coup, Seiya et Shun se sont fait transformer en caillasse, et il ne reste plus que Shiryu qui, s'il veut sauver ses potes, doit impérativement vaincre Argol de Persée. Et là, le mec, sans trembler des genoux, il hésite pas une seconde. Il se crève les yeux pour ne plus croiser le regard du bouclier de la Méduse. Et il terrasse littéralement Argol avec la colère du dragon, pulvérisant le bouclier de la Méduse et transperçant le chevalier d'argent. Du coup, Seiya et Shun redeviennent normaux, comme si de rien n'était, au prix du sacrifice de la vue de Shiryu. Voilà un moment légendaire à mes yeux, sans vouloir faire de jeu de mots pourris pour Shiryu. Et ce type de valeur forte est omniprésente dans ce dessin animé. Tenez, il y a aussi la foi pendant la bataille du sanctuaire, après que Yoga ait été emprisonné par le chevalier d'or du Verseau dans un cercueil de glace, où Shun va se frotter contre son pote et le réchauffer. Bon, là, j'avoue que c'est pas super top comme exemple. Surtout que cette scène a carrément desservi ce pauvre Shun, dont tout le monde se demandait à l'époque de quel bord il était. En plus, Yoga avait même pas donné son accord. Il était tout gelé. Mais bon, le geste est beau. Idéologiquement parlant, Shun risque l'hypothermie pour sauver son ami et le ramener du royaume des morts. Il y a le beau geste quand même. Oh, et puis il y a Doko, le vieux maître de Shiryu à la cascade de Rosan en Chine. Et vous savez, le mec tout petit, tout vieux et violet avec son super chapeau chinois. Bon, en fait, c'est la fusion de Maître Yoda et de Père Castor, le mec. Bah si, il passe son temps à raconter des vieilles légendes des quatre coins du monde et à donner des leçons de vie à Shiryu. Oh, c'était la belle époque. Les Chevaliers du Zodiaque, c'était tout ça. Un subtil mélange de connaissances, de rapports à la mythologie, à l'astrologie, à l'astronomie, à la physique et à l'ésotérisme, agrémenté de valeurs humaines fortes et de dépassement de soi, le tout sur des musiques magistrales. Et je pense sincèrement que c'est pour toutes ces raisons que ce dessin animé est si profondément ancré dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. La liste des séries de cette époque, regorgeant de connaissances et de savoir, est longue comme le bâton magique de Sangoku. Tenez, prenez par exemple Ulysse 31. Dans ce dessin animé datant de 1981, on retrouve le chanteur des Bee Gees, sous la dénomination de Ulysse, contraint d'errer dans l'espace pendant que tous ses compagnons roupillent tranquillou après qu'une grosse voix lui ait dit « Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. » Non mais en vrai, pas la peine de vous refaire le synopsis, vous connaissez tous je pense. Allez, juste au cas où pour les retardataires alors. Nous sommes au 31e siècle, dans un vaisseau spatial nommé Odysseus, où notre protagoniste, Ulysse, doit impérativement retourner sur Terre au plus vite.
En chemin, il se voit contraint de sauver son fils, Télémaque, kidnappé par des moines adorateurs du Cyclope, une créature du dieu Poséidon. Obligé de détruire le Cyclope pour sauver son fils, Ulysse se retrouve maudit ainsi que l'ensemble des membres de son équipage par Zeus qui jure alors la perte d'Ulysse pour s'être opposé aux dieux. Le chemin de la Terre est également effacé de la mémoire du vaisseau et nos héros vont devoir errer dans l'espace à la recherche de la Terre. Toutes les clés du succès étaient présentes pour faire de ce dessin animé un véritable succès générationnel. Avec la présence de Jean Chalopin à l'écriture, illustre scénariste et producteur ayant également œuvré sur Les Mystérieuses Cités d'Or, Jace et les Conquérants de la Lumière ou encore Conan l'Aventurier, la mise en image de la légendaire Odyssée d'Homère dans un monde futuriste ne pouvait qu'émoustiller les cerveaux des jeunes spectateurs de l'époque. Ce dessin animé est également l'un des piliers de la génération des années 80 et 90. Pourtant, à y regarder de plus près, je ne vois pas ici de notion ésotérique forte, mais à l'instar des Chevaliers du Zodiaque, Ulysse 31 est un véritable puits de référence à la mythologie grecque. On y retrouve donc la présence des dieux emblématiques de cette mythologie, tels que Zeus, Poséidon, Hadès et même Cronos, mais également une partie du panel de ces mythes, tels que le Cyclope, le Sphinx, les sirènes, le Minotaure, Atlas ou encore Cerbère. Le tout agrémenté de voyages spatiaux, de créatures mécaniques toujours plus impressionnantes les unes que les autres, et d'un chara-design très sympathique pour l'époque. Bah si, franchement, il claque pas là notre Ulysse, hein, avec sa barbe, ses beaux cheveux longs, sa cape, ses petits jetpacks à la ceinture, son super laser et son bouclier énergétique, ça déboîte quand même. Alors, personnellement, j'ai une petite préférence pour le dernier épisode, le 26, où Ulysse croise la route de Cerbère. Et vu qu'on est dans l'espace au 31e siècle, vous vous doutez bien qu'il ne s'agit pas du légendaire chien à 3 têtes qui garde les enfers. À la place, on découvre un super vaisseau spatial armé d'un trident laser qui protège le passage vers le royaume d'Hadès. Et tout y est, le Styx, Charon, le passeur, les 3 juges des enfers, et en plus, il y a une happy end, avec les dieux qui tiennent leurs paroles, reconnaissent les efforts d'Ulysse et réveillent ses compagnons pour qu'ils rentrent tous sur Terre. Ça, c'est la classe. En plus, au passage, dans cet épisode, Ulysse rencontre Orphée, prisonnier du royaume d'Hadès à la recherche de sa chère et tendre Eurydice, comme dans la mythologie grecque quoi. Et moi perso, j'adore cette histoire en plus. Bref, ce dessin animé est un véritable chef-d'œuvre des années 80 et 90, mais à proprement parler, je n'y vois pas d'ésotérisme, juste une colossale source de références mythologiques habilement retranscrites en fiction futuriste qui nous invite à la fois à l'introspection et à la réflexion. Pour le prochain dessin animé dont je voulais vous parler, j'avais initialement pensé à Rahan, le fils des âges farouches. Mais en me penchant sur le sujet, c'est parti complètement en cacahuète. Et du coup, ça a fini en VG Theory. Et si Rahan était en réalité le même personnage que Musclor? Si a priori tout sépare ces 2 dessins animés des années 80 et 90, de nombreux points extrêmement troublants vont pourtant venir susciter nombre d'interrogations. Bon bah déjà, le chara-design des 2 protagonistes. Vous en conviendrez, entre Rahan et Musclor, on constate bel et bien une très forte ressemblance. Mais alors, simple coïncidence, ou y a-t-il un véritable lien mystérieux entre ces 2 personnages ? Le dessin animé Rahan, issu de la bande dessinée du même nom, fut diffusé sur nos petits écrans à partir de 1987. En ce qui concerne Musclor, ou Les Maîtres de l'Univers pour le titre de l'animé, la diffusion date de 1983. Donc, de prime abord, nous serions en droit de nous dire que Rahan est chronologiquement postérieur.
Mais il ne s'agit peut-être là que d'un simple leurre, destiné à instaurer dans les esprits des jeunes enfants crédules le plus pernicieux mensonge de l'histoire audiovisuelle des années 80. Regardez par vous-même, les images sont plus que parlantes. Il ne fait aucun doute que le personnage de Rahan est bel et bien identique au personnage de Musclor. Au vu de la chronologie des scénarios, puisque Rahan se déroule durant la préhistoire, il semble donc logique que Musclor ne soit que le développement chronologique de Rahan. Je pense donc que pour des raisons inexpliquées, probablement liées à une invasion de dinosaures durant le néolithique, si on en croit le générique de Rahan, il se serait mis à la musculation intensive et à la production de jouets pour devenir Musclor des maîtres de l'univers. Mais les cohérences entre les deux ne se limitent pas à la simple apparence des deux personnages. Rahan clôturait chaque épisode en faisant tournoyer son couteau en os, afin que ce dernier lui indique la route qu'il devrait suivre le lendemain. Donc, d'une certaine manière, la voix de Rahan était liée à la volonté de l'os. Or, dans les Maîtres de l'Univers, l'antagoniste majeur de Musclor s'avère être Skeletor, véritable incarnation du mal directement liée au squelette et donc aux os. Il semble donc évident que la fuite de Rahan vers les Maîtres de l'Univers a déclenché la fureur du couteau en os de ce dernier durant la préhistoire, lequel s'est ainsi directement incarné en une entité surpuissante de destruction vouée à exterminer Musclor, le nouveau Rahan. Bon, je vous avais prévenu que c'était parti en sucette dans ma tête avec Rahan. Revenons-en au vrai sujet de cette vidéo, si vous voulez bien. Nombre de dessins animés des années 80 et 90 n'étaient en réalité que des étendards publicitaires destinés à nous vendre une ribambelle de jouets. C'est notamment le cas de Jace et les Conquérants de la Lumière, de Mask, de G.I. Joe ou encore des Tortues Ninja. Pourtant, la magie de ces décennies opérant, il se trouve qu'en y regardant de plus près, même dans ces publicités animées de 20 minutes, il est possible d'y trouver certaines corrélations troublantes. Qui parmi vous se souvient de Dino Riders ? Ce dessin animé américano-canadien diffusé en France à partir de 1989 semble initialement n'être qu'un simple scénario destiné à toucher l'imaginaire des jeunes garçons en fusionnant différentes passions telles que les dinosaures et des armures tirant des rayons laser. Il est vrai qu'en y regardant de plus près, on pourrait se dire que tout ceci n'a pas vraiment d'intérêt et que ça consiste en deux équipes montées sur des dinosaures en armure qui se canardent à coups de missiles. Pourtant, le synopsis de Dino Riders s'inscrit réellement dans un contexte ô combien controversé et cher au cœur de cette chaîne, celui du dossier Lacerta. Juste pour info, vous avez 2 vidéos sur cette chaîne qui traitent de ce sujet si jamais vous ne connaissez pas. Une qui retrace le dossier Lacerta complet et la seconde qui est mon analyse du dossier. Pour rappel, il s'agit d'un entretien entre un journaliste suédois et une potentielle reptilienne intraterrestre qui nous livre tout un tas d'informations sur leur histoire, notre histoire et sur les différentes espèces qui ont plus ou moins œuvré sur notre planète, qui du coup serait en fait leur planète. Mais pour ça, allez voir les vidéos. Du coup, je vous replace le décor de Dino Riders avec le synopsis Wikipédia. La série raconte l'histoire des Valoriens, une paisible race d'humains au pouvoir télépathique dont la planète Valoria est menacée par l'invasion de l'Empire Rulon, une race animale humanoïde belliqueuse et cruelle. 400 survivants valoriens seulement parviennent à s'échapper grâce à l'expérimental STEP, Space Time Energy Projector, pour projecteur d'énergie espace-temps, et se retrouvent propulsés sur la planète Terre, alors en période jurassique. Cependant, l'empereur Krulos et ses principaux lieutenants se retrouvent accidentellement projetés à leur tour sur la planète Terre par le rayon du STEP. À nouveau face à face dans cet outre-monde, les Valoriens et les Rulons vont une fois de plus se livrer bataille. Coincés dans une planète sauvage, les combattants n'ont d'autre choix que de recruter les dinosaures comme monture, qu'ils vont alors, tels des véhicules, équipés de blindages et d'armes lourdes, notamment des canons laser.
Si les Valoriens utilisent leur pouvoir télépathique pour dompter et domestiquer les dinosaures, en revanche, Krulos et ses troupes ont recours au contrôle mental. Les dinosaures servant les rulons sont capturés grâce à des pièges et sont immédiatement coiffés de lourds casques métalliques contenant le dispositif asservissant. Les casques de contrôle deviennent une cible de premier ordre pour les Valoriens, qui n'ont alors plus qu'à débarrasser les dinosaures de leur dispositif pour leur rendre leur liberté et se soulever contre leurs maîtres indélicats. Alors, outre le fait que j'étais complètement dingue de ces jouets quand j'étais gamin, on peut clairement y voir un parallèle très fort avec les informations contenues dans le dossier Lacerta justement. On y retrouve notamment les deux espèces présentes sur Terre à une époque lointaine, type Jurassique ou Crétacé, avec une espèce de type humaine et l'autre de type reptilienne, la cohabitation avec des dinosaures et surtout le conflit armé entre ces deux groupes échoués sur la planète. Bon, du coup, il manque la super bombe à hydrogène qui extermine tout dans le dossier Lacerta, mais à part ça, on est pas mal niveau scénario. Il y a quand même beaucoup de points communs entre les deux, je trouve. Et de toute manière, je kiffais grave Dino Riders et j'ai réussi à le placer dans la vidéo. Donc moi, ça me va. Pour la prochaine série, je vais pas vous mentir. Il n'y a rien d'ésotérique, ni même de culturel dedans, loin de là. Mais je pense que pour le bien de tous, il faut qu'on en parle. Téléchat. Si, je sais, c'est pas drôle, et on en a tous un très mauvais souvenir. Mais là, on peut plus garder ça pour nous, il faut crever l'abcès. Croyez-moi, ça va nous faire du bien. Ça fait trop longtemps qu'on garde ça sur le cœur. 30 ans, les gars. Il est temps de libérer notre mémoire de cette œuvre du diable. J'avais rapidement abordé le sujet lors de la première vidéo, mais au vu de vos commentaires, il semblerait que je ne sois pas le seul à être traumatisé par cette série, née du cerveau de Satan en personne. Alors, Téléchat, cette diablerie incarnée, est une série qui voit le jour en 1983 et qui comporte, accrochez-vous bien, 234 épisodes. 234 épisodes, bande de malades. Non mais sérieux, vous avez vu la tronche du truc? Honnêtement, combien d'enfants de cette époque ont été traumatisés à vie par ces horreurs? Non, parce que dans le synopsis, on nous marque comédie, humour et jeunesse. Mais en vrai, je vous rappelle quand même qu'on parle de deux marionnettes angoissantes qui baragouinent des trucs que personne ne comprend et entourées d'objets recouverts de visages humains. Déjà, rien que le générique plantait le décor. J'ose même pas vous le remettre de peur que certains se suicident en direct. Mais honnêtement, ça a dû être écrit par un musicien licencié et dépressif, hautement alcoolisé et sous antidépresseurs. Moi, je vois que ça comme explication. Et à quel moment un adulte mentalement sain et équilibré se dit à propos d'une série destinée à des enfants « Tiens, on va mettre des visages humains sur tous les objets !» Non mais c'est à cause de ce mec-là qu'on s'est tapé des trucs monstrueux comme le fer à repasser avec la tronche tout étirée, le téléphone et sa tronche de fœtus écrasée, ou la cuillère de la mort. C'est un coup à devenir anorexique en vrai. Moi perso, je vois une cuillère comme ça, je ne mange plus jamais. Mais attendez, le pire, c'est que Téléchat ne se limitait pas à ces simples horreurs satanistes, puisqu'on avait aussi droit durant chaque épisode de ces pseudo-journaux télévisés des enfers à des fausses pubs et à une mini-série de super-héros. Et dans les deux cas, on est sur la même trempe que le reste. Angoissant. Du coup, on avait droit à Pub et à Léguman. Alors, Pub, c'était un singe, aussi dénaturé que les autres et à l'intelligence de celui qui proposait cette série, qui nous présentait tout un tas de produits plus débiles les uns que les autres de la marque Nulle. Du coup, ça au moins, c'était raccord. Bon, heureusement, au moins, Pub, c'était super court, juste quelques secondes par épisode. Et encore heureux, parce que franchement, vous avez vu la tronche du singe? C'est un coup à devenir insomniaque, ça. Mais surtout, il y avait la mini-série de super-héros pro-écolo végétariens venus tout droit des tréfonds de l'enfer. J'ai nommé Léguman. Franchement, rien que la musique, c'était terrifiant.
Le mec ne ressemble pas du tout à un héros, qu'on soit bien d'accord. On dirait un petit gris avec sa grosse tête en forme de poire. Il est flippant. Tu m'étonnes que la génération qui a suivi s'est ruée sur la malbouffe. Quand tu vois ça, t'as clairement pas envie de manger des légumes. Ah, je sais pas vous, mais moi, d'avoir parlé de tout ça avec vous, ça m'a fait un bien fou. Je me sens enfin libéré de cette incantation audiovisuelle diabolique de Téléchat. Et franchement, merci les amis. Alors, avant de clôturer cette vidéo, je tenais tout de même à partager un dernier point avec vous concernant tous les dessins animés des années 80 et 90. À l'écriture de ce texte, Hello a remarqué quelque chose de très intriguant et qui s'applique à pratiquement toutes les séries de cette époque. Il semblerait que l'image maternelle, celle de la mère de famille en général, soit totalement absente des œuvres de cette époque. Bah si, regardez, Clémentine, il n'y a que son père, pas de mère. Princesse Sarah, idem, on parle de la mort de son père, mais absolument pas de sa mère. Ulysse 31, la mère de Télémaque, Pénélope, n'est citée que 2 fois dans toute la série, et hormis un vieux flashback, on la voit jamais. Dans les Chevaliers du Zodiaque, là c'est encore pire, ils sont tous orphelins, et le vieux Kido qui recueille les gamins, et qui fait office de grand-père pour Saori, est veuf, donc pas de mère ni de grand-mère. Jace et les concurrents de la lumière, idem, il recherche son père pour la moitié de la racine, mais on parle jamais de sa mère. Dans Cat's Eyes, idem, les 3 filles cherchent à rassembler la collection d'œuvres d'art de leur père, mais jamais il n'y est fait mention de la mère. Les mystérieuses cités d'or, toujours pareil. Esteban finit par découvrir son père, mais aucune info sur sa mère. Zia ne parle que de son père, jamais de sa mère. Et en ce qui concerne Tao, s'il est orphelin, il a vécu sur son île uniquement avec son père, mais aucune mention n'est faite de sa mère. Tom Sawyer, orphelin, Rémi sans famille, bon bah lui il a pas de famille, donc pas de mère non plus. Et même dans les Tortues Ninja, on a la présence de Sprinter comme image paternelle du sensei, mais aucune image maternelle et féminine de la mère. Du coup, c'est quoi le concept ? Je ne vois vraiment pas pourquoi éliminer systématiquement l'image de la mère. C'est quoi le but ? Détruire les valeurs familiales et la notion ancestrale du féminin sacré qui donne la vie ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vous admettrez que quand même, c'est étrange cette affaire. Purée, le mec, il parle même pas de Dragon Ball, alors qu'il arrête pas de dire que Dragon Ball c'est la vie. C'est vraiment n'importe quoi cette chaîne, c'est trop nul. Alors, juste pour info, j'ai déjà réalisé une vidéo entièrement dédiée à Dragon Ball et à l'ésotérisme, il y a plus de 5 ans. Vous pouvez pas la louper, c'est celle avec Goku en Super Saiyan qui fait un Kamehameha sur la miniature. Bon par contre, je vous préviens, il faut faire abstraction des 200 fois où j'appelle Shenron Chiron et où je confonds le Ki avec le Chi, mais sinon, c'est plutôt sympa. Pour ma défense, quand j'ai écrit cette vidéo, ça faisait au moins 10 ans que j'avais ni lu, ni regardé du Dragon Ball. Donc voilà, j'avais tout fait de mémoire à l'époque. C'est pas si mal. Quoi qu'il en soit, j'espère sincèrement que vous aurez passé un aussi bon moment en regardant cette vidéo que moi en la réalisant. Et je suis persuadé que toutes celles et ceux qui ont su garder leur âme d'enfant et leur cœur pur auront souri au moins aussi souvent qu'ils auront eu des étoiles dans les yeux à l'énumération de tous ces souvenirs d'enfance. Et si tel est le cas, alors c'est que vous êtes sur la bonne voie, celle du simple bonheur.